Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril 2020 et je vais refaire le même genre d'exercice que j'ai fait l'autre jour, il y a quelques jours. C'était à propos de mon livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, publié chez Gallimard en 2009. Et pourquoi est-ce que je vous en parlais? C'est parce que j'utilisais ce livre pour préparer des leçons que je vais donner, que j'ai commencé à donner vendredi dernier et la prochaine c'est demain, sur le sujet de l'anthropologie interculturelle. Et je vous expliquais que la dernière fois qu'on m'avait demandé de donner un cours d'anthropologie, c'était en 97. C'était au moment où j'étais invité à l'Université de Californie, sur son campus de Irvine, en Californie méridionale. Et là, j'avais donné des cours d'anthropologie. C'était la dernière fois qu'on m'a demandé de faire ça. Et là, l'occasion m'est rendue à l'Université catholique de Lille de refaire des choses comme ceux que je faisais quand j'étais professeur à l'université de Cambridge entre 79 et 84. Et donc, je vous ai parlé de ce livre et j'ai bien fait de le faire parce que je viens de recevoir un mail très intéressant de quelqu'un qui me dit, ben, tiens, voilà, moi j'ai le sentiment d'avoir fait une recherche de type assez solitaire jusqu'ici sur cette notion de vérité et de réalité, et je découvre, grâce à votre vidéo, que je ne suis pas le seul. Alors, je vais continuer. Alors, ce que je viens de lire, ça se trouve dans voilà, cette 93. C'est dans cette revue qui s'appelle Social. Il faut essayer d'éviter voilà, Social Science. Comment ça s'appelle? Social Science Information, sur les sciences sociales. Et c'est donc une revue. euh, Là, c'est un exemplaire de 1913, pardon, 1993. Je vais me veiller un peu. Et il y a là-dedans un article consacré à quelque chose que je publie en cette année-là, mais qui est un article que j'ai rédigé en 1981. Et je l'ai rédigé en compagnie de mon professeur, comme on dit à Cambridge. Votre professeur, c'est votre directeur de thèse, c'est voilà, c'est votre tutor aussi, c'est la personne qui vous donne des cours particuliers sur les sujets qui vous intéressent. Et là, à l'époque, je rédigeais une thèse avec Leach, Sir Edmund Leach, sur Malinowski, Bronislaw Malinowski, voilà la figure tutélaire de l'anthropologie, Polonais qui a changé, qui a bouleversé l'anthropologie sociale en Grande-Bretagne, professeur à la London School of Economics. Et j'avais la chance d'avoir un informateur, plutôt une informatrice de tout premier rang quand je faisais ce travail, qui était autre que Madame Hélène Malinowska, Hélène Wayne Malinowska, qui n'était autre que la fille cadette de Bronislaw Malinowski. Donc c'était quand même assez, j'avais de l'information de première main. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai jamais publié cette thèse sur Malinowski? Eh bien, c'est parce que j'ai été nommé professeur à Cambridge et on m'a dit très gentiment, écoutez, c'est quand même assez exigeant ce que vous faites là. Vous avez déjà une thèse, c'est vrai, j'avais déjà une thèse de doctorat de l'université de Bruxelles, et concentrez-vous plutôt, si vous voulez bien, sur les cours que vous allez donner, ce que j'ai fait. Et il s'est fait aussi que Leach, en fait, avait torpillé de fait la rédaction de ma thèse. Je souris parce que vous allez voir la raison. La raison, c'était que on avait découvert involontairement des tas de trucs, des coucheries, des machins, etc. Et même si on en parlait de manière très très indirecte, un jour Leach m'avait appelé et il m'a dit, écoute, il faudra arrêter parce que si tu publies ton truc, tout le monde va comprendre et on verra que quand il rendait visite à son étudiante, là sur le terrain, chez les... Bon, je ne vais pas dire lesquels, parce que sinon on va découvrir que c'est Madame A, petit point R, dont il s'agit, qu'en fait c'était une étudiante avec laquelle il couchait, etc. Bon, toujours en vie, la Madame A, R, etc. À l'époque, bon, je parle des années, donc c'était quoi, 77, 78, c'est plus le cas maintenant. Je pourrais donner les noms, mais enfin, de toute manière, bon. Et voilà. Et Leach, bon, Leach, c'était la personne qui avait tout de suite, il savait que j'avais acheté un tout petit ordinateur Sinclair. Je ne connaissais pas une ligne de programmation à l'époque. Je ne savais pas du tout comment on faisait. Leach avait acheté un Commodore, donc c'était la première génération des,
des ordinateurs personnels. Et il m'a fait venir et il m'a dit, écoute, il y a que deux personnes ici qui peuvent faire ça. Il y a toi et moi. Je dis, oui, mais je ne sais pas faire la programmation. Il dit, bah, tu vas apprendre. Et Mathieu dit, on va résoudre, tu vas voir, on va résoudre des problèmes d'anthropologie qui sont considérés comme insolubles. Bon, alors je dis tu parce que en anglais c'est you, le thou, thee shakespearien a disparu et donc c'est une interprétation personnelle de savoir si Leach m'aurait appelé vous ou tu, je fais le pari qu'il m'aurait appelé tu plutôt que vous. Et, euh, et voilà, c'est la personne qui un jour rigolait quand je suis arrivé dans son bureau, qui m'a dit, tu sais pas quoi, attention, hein, il va falloir que tu m'appelles Sir Edmund Leach à partir de maintenant. Ils m'ont anobli, et alors ils se tapaient les cuisses parce que ça lui paraissait la chose la plus drôle du monde. Et donc voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et pourquoi est-ce que je relis cet article qu'on a publié là en 1800, pardon, en 1900, je mélange absolument tout, l'article publié en 1993 et qui était en fait un article originellement rédigé en 1981. Pourquoi est-ce que je le publie donc avec 12 ans de retard dans cette revue? Parce qu'au moment, là aussi, bon, Leach, il avait cette habitude de dire, oui, on a fait tout ce truc-là, mais finalement, c'est pas très intéressant, mets ça dans un tiroir. Et là, la raison, c'était la suivante. C'était que Leach était quelqu'un qui avait une très très bonne intuition des mathématiques. C'est comme Lévi-Strauss. Lévi-Strauss disait, je comprends rien aux mathématiques, mais il comprenait mieux les mathématiques intuitivement que beaucoup de mathématiciens qui avaient appris ça pendant des années. Et Leach aussi, il avait une intuition mathématique. C'était un ingénieur de formation. Enfin, ça, voilà, ça, il comprenait comment ça marchait. Et là, il s'était dit, tiens, avec l'ordinateur, on va pouvoir essayer de trouver, résoudre des problèmes qui sont des énigmes en anthropologie. Il dit, on va faire ça. Et là, il y en a une particulière, c'était un système de parenté et en même temps totémique, c'est-à-dire de division totale du monde, des Murjin d'Australie. Et là, on avait un truc c'était bon, le type même du truc insoluble. On avait deux descriptions. Il y avait une description de la fin du 19e siècle, vers 1880, par un missionnaire qui avait résidé dans la population des Murjin et qui décrivait le système comme un système totémique à 8 sections. Voilà. Vous savez, les systèmes totémiques, ou bien c'est 2 sections, on divise par 2, ou bien c'est 4, c'est-à-dire on a une nouvelle division dualiste qui traverse la première, ou bien on divise encore tout ça par 2, et donc on a 8 sections. Et donc Hyatt avait décrit ça comme un système totémique à 8 sections. Et puis quand on arrive vers 1930, il y a un anthropologue qui va là, qui s'appelle Warner, et lui, il décrit un système où il y a 5 lignages masculins et 7 lignages féminins. Bon, 35. Alors, si vous connaissez un tout petit peu de mathématiques, projeter un univers à 35 catégories sur un univers à 8, ça ressemble à un problème insoluble. Sauf si vous tenez compte du fait qu'on ne parle pas simplement de 35 sur 8, mais on a affaire à une généalogie. C'est-à-dire il y a du temps qui passe. Et c'est-à-dire que si vous inscrivez 8 sections et 35 sections sur un cylindre, parce que le temps passe, voilà, et que pourquoi est-ce qu'il y a un nombre différent de lignées masculines et féminines? C'est parce que les hommes ont en moyenne des enfants à un âge plus avancé que les femmes. Bon, et alors Leach dit, bon voilà, cette histoire de 8 et 35, c'est vraiment, voilà, ça paraît du truc absolument insoluble, on va résoudre ça. Et dans le résultat final, il faut que je le dise honnêtement, je débutais dans les mathématiques appliquées, Leach y réfléchissait à tout ça comme ça depuis très longtemps, les 2 tiers de la solution, c'est lui qui les a produits. Mais au moment où on arrive au résultat et qu'on a notre texte de 1980 qui est un truc, c'est la solution du problème, lui il me dit, bah, tu sais bien quand même, il y a un pépin, c'est que ça fait très longtemps, depuis le début, voilà, c'est son opposition à Lévi-Strauss.
depuis les années, la fin des années 40, années 50. Les mathématiques en anthropologie, ça ne conduira jamais nulle part parce qu'on a de l'humain d'un côté, avec les gens qui se projettent vers des objectifs, c'est de la cause finale, alors qu'en physique et mathématiques qui correspondent en général, c'est de la cause efficiente, c'est A, cause B, etc. Et c'est pas des gens qui se projettent dans l'avenir, etc., etc. Et au moment, on a le truc, on a absolument résolu ça. Il dit, mais ce serait quand même pas bien pour mon image de personne qui a toujours dit que les mathématiques, on ne pourrait pas les appliquer en anthropologie. Ce qui fait que je suis là en 1981. J'ai été nommé professeur en 79 et finalement ils me licencieront en 84. Et, euh, et voilà, en 81, on a ce texte où on a résolu un problème insoluble en anthropologie et je peux rien en faire. Et donc, quand, je ne sais plus pourquoi, l'occasion se présente en 93 de publier quelque chose, je crois que c'est quelqu'un qui me présente à quelqu'un de cette revue Social Science Information, information sur les sciences sociales, et je dis, ben, j'ai ce truc-là. Et je le présente avec une petite introduction où je dis en gros ce que je viens de dire. Et alors là, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça rejoint ce que j'ai dit l'autre jour à propos euh, de comment la vérité et la réalité furent inventées. On trouve la solution. On trouve la solution, et je vais vous la dire. La solution, c'est la suivante. On fait un catalogue de toutes les longueurs de générations possibles d'hommes et de femmes et du nombre de sections, c'est-à-dire 5 lignages, 7 lignages, 14 lignages, etc. On regarde quelle est la longueur des générations les unes par rapport aux autres. Par exemple, qu'une génération, qu'il y aurait 3 générations de femmes sur 2 générations d'hommes, ce qui correspond au fait que les hommes seraient, je ne sais plus, je viens de regarder les chiffres, que les femmes auraient leurs enfants, commenceraient à avoir leurs enfants à 18 ans et les hommes à 54 ans, eh bien, c'est possible, ça correspond à une certaine longueur de généalogie. Et dans des systèmes comme cela, système australien, où les gens doivent se marier avec des gens d'une section particulière, s'il y a 8 sections, par exemple, les hommes 3 doivent épouser des femmes 7, voilà, et les femmes 2 doivent épouser des hommes 4, etc. Mais on avait une chance extraordinaire, on avait des généalogies. Il y avait 2 personnes qui, sur le terrain, avaient collecté des généalogies. Et donc, on pouvait voir par rapport aux âges, l'un c'était Rose et l'autre c'était Kupka. Et on avait donc des généalogies, on pouvait voir exactement les âges des gens par rapport aux naissances. Et donc, on fait le calcul et on arrive à une longueur de généalogie telle que le rapport d'une généalogie de femmes par rapport à une généalogie d'hommes, c'est 0,7. Voilà. Et dans notre catalogue qu'on a fait avec toutes les possibilités, le 0,7, il arrive tout près, je crois, à 9 centièmes de pourcent, on arrive au même chiffre. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à 5 fois 7. Et là, on a chez Warner, il nous dit 5 lignées d'hommes et 7 lignées de femmes. Ça colle, ça colle. Donc, on a un catalogue qui permettrait, à partir de toutes les généalogies, d'essayer de pouvoir faire coller exact, si on a assez de données. Et là, comme les chiffres de Kupka et les chiffres de, qu'est-ce que je viens de dire, Hyatt, non, pardon, je ne sais plus, de Rose, voilà, qui avait trouvé des chiffres, ils sont là aussi, à quelques fractions, ils sont les mêmes, et si bien qu'on peut les additionner et on a un échantillon plus grand. Et donc, voilà, monsieur le missionnaire, Hyatt, avait dit une société à 8 sections. Quand Warner dit non, c'est un système 5 fois 7, les gens disent oui, non, écoutez, non. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que les gens essayent de se marier en fonction des sections. Ils n'y arrivent pas toujours. Ils n'y arrivent pas toujours parce que justement, il y a un décalage entre les hommes et les femmes pour l'âge au mariage. Et du coup, les hommes qui veulent épouser une femme, ils doivent viser au plus juste. Au lieu d'épouser la B, ils épousent la C. Et ça nous donne cette fraction. Et cette fraction, une fois qu'on la met, on la compare avec le catalogue, on tombe exactement à ce 5 fois 7, exactement ce que Warner avait décrit. Donc, Litch et moi, là, on est aux anges, et on a ce truc, et on se dit, par ailleurs, on se dit quand même,
Et ça, c'est la même chose, la conclusion à laquelle j'arrive par rapport à ce livre, Comment la vérité et la réalité furent inventées. Ce truc, c'est la solution, mais il n'y a personne qui nous dit, personne ne sera d'accord que c'est la solution. Pourquoi? Parce que c'est un truc quand même, la démonstration est complexe. Moi, je viens de vous la dire, j'espère que c'est convaincant, cette histoire de génération, de catalogue qu'on a fait. Je peux vous le montrer. Allez, je vais le trouver là-dessus. On fait la liste. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, voilà la liste. Voilà la liste. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Voilà la liste. Et il y a un endroit où il est mis 7 quelque chose, 0,714 qui correspond à 5 fois 7, et à partir d'à peu près 900 données dans les généalogies, nous on arrive à 0,709 par rapport à 714. C'est le chiffre le plus proche. C'est-à-dire que, et qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est quelque chose qui aurait choqué les anthropologues à l'époque. Parce qu'on a toujours cette impression que les gens font des choix et que les gens sont libres de leurs choix. Alors que là, c'est un truc, c'est-à-dire que le modèle mathématique impose aux gens de faire absolument une chose très très précise. Ce n'est pas le modèle mathématique en tant que tel, mais c'est la structure de groupe qui est inscrite dans la généalogie qui va faire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de tomber là. Et ça correspond un petit peu. Moi, j'ai découvert après des choses. Enfin, c'était avant en fait que j'ai découvert des choses du même ordre. Quand Geneviève Delbos, qui a récolté des tas de données sur les paludiers, sur les familles de paludiers, et moi qui ai récolté des tas de données généalogiques sur les familles de pêcheurs, de petites pêches, et qu'on se dit, bon voilà, les gens de Mesquer et les gens de Watt, ce sont des gens pratiquement les mêmes. Comment se fait-il que les uns aient une famille où il y a 2 enfants et les autres des familles de 6 enfants? Comment ça marche? Et alors là, à un moment donné, on a cette hypothèse. Ce qu'il faut faire à la pêche pour que ce soit rentable, il faut un équipage d'un père avec 4 de ses fils. C'est la solution optimale du point de vue économique. Parce que quand le père a 4 fils, il y a aussi 4 filles à la maison avec la mère. C'est la solution optimale du point de vue économique. C'est une confirmation des thèses de Chayanov. De Chayanov, le grand théoricien de la famille russe, tué par Staline parce qu'il avait trouvé comment fonctionnait la ferme russe et ce n'était pas du tout ce que Staline attendait. Et de l'autre côté, le marais avec les paludiers, le marais c'est un truc extrêmement compliqué, ça ne peut se transmettre qu'à une seule personne. Ça ne peut pas se découper parce que l'eau doit chauffer, comme on dit, elle doit évaporer et arriver au milieu. Donc un labyrinthe de petits canaux, de surface de chauffe, etc., arrive à un endroit, ça ne se divise pas. Et alors qu'est-ce que c'est que ces familles avec 2 enfants? C'est-à-dire, c'est statistiquement ce que vous imaginez, et avec le paradoxe qu'on avait vu aussi, que parfois il y avait 6 filles dans ces familles. Comment ça marchait dans une famille où en moyenne il y a 2 enfants? On attendait le fils qui pouvait hériter du marais. Et parfois, il y avait 6 filles et il n'y avait pas encore de fils qui venaient. Et c'est ça l'explication. Et tout ça, tous ces trucs-là, bon, le truc que je découvre avec Litch, le truc que je raconte qu'on découvre avec Geneviève, ça ne correspond pas, vous l'imaginez bien, c'est considéré comme du matérialisme vulgaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des trucs comme ça qui feraient que les gens seraient simplement dans l'illusion quand ils croient qu'ils prennent leurs décisions. Parce qu'évidemment, quand on interviewait les pêcheurs wattais, et quand on interrogeait les gens de Mesquer en disant pourquoi vous avez eu tant d'enfants, etc. Ah oui, mais c'est parce que ceci, au moment de cela, etc. Non, c'était automatique, c'était là que le chiffre devait venir. Bon, voilà, je vais continuer à faire ça. Et je vous dis, ma motivation essentiellement, c'est la raison suivante, c'est ce qui me conduit à ça, c'est ce message que je viens d'avoir de cette personne qui me dit, je viens d'écouter votre vidéo sur votre livre, Comment la vérité et la réalité furent inventées, et ça me donne envie de vous dire ceci, j'ai trouvé plein de trucs, etc. C'est un Québécois, et je me dis, voilà, je vais faire pareil avec ce que je viens de lire là. Allez, à bientôt.